Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ground Control pour la Contre-Expo consacrée au Gréco au Grand Palais. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui, Didier Rickner de la Tribune de l'Art. Bonjour Didier. Bonjour. Qu'on va faire ensemble, d'abord on va parler du Gréco, mais on va commencer avec quelques questions. Pourquoi est-ce que le Gréco a eu une période comme ça où il n'a pas été... On l'a jamais oublié de l'histoire de l'art, parce que si vous regardez, il est présent régulièrement, même dans les dictionnaires de peinture du XVIIe, ainsi de suite. Mais enfin, c'est vrai que par rapport quand même à la place qu'il a peut-être eu dans l'histoire de l'art, quand on écrit cette histoire de l'art aujourd'hui, il y a eu des moments où je dirais qu'il était un peu moins réputé. Et alors, je vais juste commencer par une proposition qui a été faite par un des spécialistes du Gréco. Il insiste sur cette idée que dans l'école de peinture espagnole, à laquelle on rattache le Gréco, parce que même s'il a fait une partie de sa carrière en Italie et tous ses débuts, l'apogée de sa carrière, c'est en Espagne. Et il dit, en fait, ce qu'il y a dans l'école espagnole, c'est qu'il n'y a pas de gravure. On n'a pas la tradition gravée dans l'école espagnole. Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans l'exposition, vous avez deux gravures de présentées. Du Gréco, en fait, alors c'est pas de lui qui les a réalisées, mais on sait qu'il a recruté un graveur hollandais pour faire des gravures dans la fin de sa carrière, et que on a retrouvé, on a identifié aujourd'hui 4 gravures du Gréco, mais dans l'inventaire après décès de l'artiste en 1614, il y a 10 ou 12 plaques de cuivre qui sont prêtes à être gravées. Donc tous les spécialistes pensent, si vous voulez, qu'a priori le Gréco en fin de vie s'est dit voilà, il faut que je diffuse mon œuvre. Il fait venir un graveur flamand et puis il n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est vrai que dans l'école espagnole, a priori quand même, l'impact de la gravure et la tradition de la gravure est moindre. Or, il faut toujours le rappeler, la gravure c'est le moyen de diffusion capital des œuvres, peut-être jusqu'à l'invention de la photo au 19e. Est-ce que Didier, pour vous, c'est une explication intéressante ça ? Il y a un certain nombre de peintres, d'abord dans l'histoire, qui ont été oubliés. On parle de Gréco, on pourrait parler de Caravage. Il y a un certain nombre de peintres qui sont oubliés et qui après sont redécouverts. Vermeer, par exemple, au 19e siècle. L'art Gréco était redécouvert à la fin du 19e, début du 20e siècle. Non, je pense que peut-être il y a plusieurs choses. D'abord parce qu'il a beaucoup travaillé à Tolède et que Tolède, c'est pas Madrid. Je pense que vous avez raison. L'absence de diffusion par la gravure doit jouer. Je pense aussi que Gréco, pour moi, se situe complètement dans ce maniérisme international. Ces figures allongées, ces coloris très acides, ça participe du maniérisme international qu'on trouve à Prague, qu'on trouve à Fontainebleau, qu'on trouve à Utrecht, qu'on trouve un peu partout en Europe et qu'on trouve donc ici aussi. Et que c'est pas forcément le style qui a été le plus aimé au cours du temps, puisqu'on aimait surtout Raphaël, par exemple. Je pense que ça participe de ça. Maintenant, pourquoi il a été oublié, lui, et pas d'autres ? Ça, honnêtement, je préfère ne rien dire que de vous dire une bêtise. Ouais. Mais je pense que l'élément dont vous parlez, parce que c'est vrai que Tolède, alors j'ai plus la date exacte, mais en fait Tolède est capitale de l'Espagne jusqu'à l'époque, juste avant le Gréco, c'est-à-dire que Philippe II décide d'aller installer sa capitale à Madrid. Ce qui fait qu'en effet, Gréco va aller s'installer à Tolède au moment où finalement Tolède perd comme ça cette sorte de primauté politique. Peut-être que le fait qu'il soit à Tolède, ça a été un avantage pour lui parce que il a trouvé du boulot, il a trouvé des peintures à faire, mais ça a peut-être été aussi un inconvénient parce qu'en effet, c'est une ville qui va quand même passer un petit déclin, et je crois que le déclin de l'artiste est lié peut-être au déclin de la ville aussi. Ça, c'est vrai que pour ça, je pense que je suis d'accord avec vous, Didier, sur cette idée-là. Et il y a des incertitudes, on ne sait même pas en fait où est le corps du Gréco. Alors il y a eu des trucs aussi complètement dingues. Un homme de théâtre espagnol et pas du tout spécialiste d'histoire de l'art, Arrabal, a fait un livre sur le Gréco et il y défend mordicus l'idée qu'il est homosexuel. Alors ça, moi ça me paraît complètement dingue. D'ailleurs peut-être juste une question là-dessus. Alors pas sur la question, parce que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont défendu mordicus l'homosexualité de Caravage, avec à mon sens des arguments qui historiquement pour les historiens de l'art sont pas patents. Et je sais pas, mais on est quand même dans un moment où il y a beaucoup de choses qu'on peut lire en ligne et ainsi de suite. Est-ce que ça, vous pensez pas que ça peut être un danger pour l'histoire de l'art, notamment parce que et alors ça peut être une histoire de l'art entre guillemets féministe, une histoire de l'art qui veut cette idée, je sais pas, j'arrive pas à formuler ma question, mais cette idée qu'il y aurait des gens qui vont s'intéresser à l'histoire de l'art, mais pour véhiculer en fait un certain discours ou pour faire passer des idées dont le caractère primordial, c'est pas l'histoire de l'art, c'est dire par exemple le Gréco ou le Caravage sur les homosexuels, parce que dans leurs œuvres on voit très bien qu'il y a une homosexualité, ils appellent, ou par exemple cette idée assez forte, notamment que on a mis au banc
certains historiens de l'art ont mis au banc de l'histoire de l'art les femmes parce que c'était des hommes qui faisaient l'histoire de l'art et du coup par machisme comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, du fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui utilisent l'histoire de l'art peut-être ou qui la colorent de façon très c'est un sujet très actuel. Si vous voulez m'entraîner sur ce terrain, j'ai appris hier que le Baltimore Museum of Art allait pour l'année 2020 n'acheter que des œuvres de femmes. Alors une anecdote d'abord. J'ai acheté pour ma collection un tableau il y a 6 mois, une tête de Christ très belle, qui est en fait c'était connu, le marchand me l'a vendu comme tel et c'est bien d'elle, à Adélaïde Salle-Wagner, une femme peintre, élève de Jean Mot. Et c'est juste 15 jours après, je me suis dit, tiens, je suis dans l'air du temps, j'ai acheté un portrait de femme peint par une femme. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que le tableau est beau. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté parce que c'était un portrait de femme et qu'il fallait qu'il y ait plus de femmes représentées dans ma collection. Il se trouve que la peinture, l'histoire de l'art, l'histoire tout court, a été très longtemps, effectivement, en laissant les femmes largement de côté. En tout cas, en peinture, il y avait très peu de femmes peintres. On a vu un tableau peut-être de Sophonisba en Guisolin. On pourrait parler d'autres. Il y a quelques autres artistes femmes, parfois excellentes, mais il y en avait peu. Et il est logique que dans les musées, il y ait extrêmement peu, en tout cas pour les périodes antérieures à la fin du XIXe siècle, d'artistes femmes. C'est simplement une question, on ne va pas les peindre. Ils n'existent pas. Ils existent un petit peu. Donc, je me dis que j'avais fait un poisson d'avril à l'époque, en disant le Louvre ne va plus exposer, va exposer moitié tableau d'homme, moitié tableau de femme. Et on va dans un délire comme ça. Malheureusement, on y va. Donc oui, il y a une histoire de l'art qui essaye de... Je ne sais pas, que Caravage soit homosexuel, c'est une probabilité, à mon avis, assez forte. Je n'en sais rien, j'ai pas étudié suffisamment. Mais je pense qu'il y a quand même des indices. Que Gréco le soit, je ne le crois pas, mais je ne sais pas. Ce n'est pas non plus l'aspect le plus important de son œuvre. À mon avis, son œuvre est plus importante que sa vie sexuelle. Mais effectivement, on utilise souvent ce type de choses pour orienter une histoire de l'art qui est surinterprétative, qui veut faire dire à l'histoire de l'art des choses qu'elle ne dit pas et qu'elle ne veut pas dire et qu'elle n'a jamais dites. Je pense que l'exposition a ceci entre autres, de très intéressant, c'est qu'en ne choisissant que des œuvres certaines, on voit tout de suite que là... Voilà, ils ont pris que du bon. Un tableau de Gréco, ça se voit. C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile après. Si on se pose des questions, si on se dit c'est pas terrible, etc., ça a toutes les chances de pas être de Gréco. Alors Didier, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que ce qui pose question sur le Gréco, c'est est-ce qu'on peut apprécier sa peinture sans être attiré par la peinture religieuse ? Il me semble que oui, puisque l'exposition marche très bien. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Ça c'est clair, ça marche super bien. J'en viens, c'est un peu compliqué de voir les œuvres, enfin on y arrive quand même. Je ne sais pas si les sujets... je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire, effectivement, peinture religieuse, mon Dieu, on peut aimer la peinture religieuse sans forcément y mettre ce qu'il y a derrière. Et si on y met cela, tant mieux aussi, parce que c'est pour ça. La peinture religieuse, chez beaucoup de peintres, voulaient déclencher un sentiment religieux. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas pour Gréco. C'est aussi une question aussi qu'on peut se poser pour chaque peintre. Est-ce qu'ils étaient religieux ou pas ? Mais bien sûr, c'est la beauté de l'œuvre. Une peinture mythologique, une peinture religieuse, une peinture d'histoire, une nature morte, c'est beau en soi. C'est mieux si on sait ce que ça représente. Ça, c'est un défi de nos jours, puisqu'on sait que malheureusement la culture classique est un peu perdue. Mais je pense que c'est important de le faire. Voilà, donc en tout cas, c'est vrai que Gréco est un peintre religieux avant tout. En dehors de ses portraits, vous avez montré l'enfant qui souffle sur les braises. C'est à peu près le seul tableau en dehors des portraits non religieux de l'exposition. Ça m'a beaucoup frappé parce qu'il y a beaucoup de peintres religieux autour du cours du temps, mais qui font des paysages, qui font des natures mortes. Alors il fait des paysages aussi. D'ailleurs, c'est vrai que dans l'exposition, sauf erreur de ma part, il n'y a pas le paysage de Tolède, et il n'y a pas de paysage uniquement. Il a dû faire 1 ou 2 paysages purs qu'on n'a pas. Bon, c'est peut-être une question je pense que ça doit être une question de prêt ou de transport. Et c'est aussi parce que je pense, c'est peut-être une erreur de ma part. Il faut vérifier, elle est peut-être au Prado, et le Prado, malheureusement, ne prêtait rien cette année, sous prétexte que c'est leur anniversaire, ce qui est un petit peu absurde. Donc il y a eu quand même le défi de faire une exposition Gréco sans œuvres du Prado, même si c'est pas là qu'il y a le plus d'œuvres du Prado, c'est quand même un peu plus compliqué. Je voulais vous poser la question, parce que je me doutais que vous auriez l'info, mais vous avez déjà répondu. Et on y vient, on passe à la contre-expo avec Didier Rickner toujours. C'est la première fois qu'il y a une exposition Le Gréco à Paris, si ce n'est... Alors il y a un antécédent, mais alors mineur quand même. En 1937, pendant l'exposition universelle de Paris,
il y a eu une petite rétrospective Gréco dans les galeries de la Gazette des Beaux-Arts, qui était la grande revue d'art. Bon, il y en a eu d'autres, mais si on regarde bien, en France, une exposition monographique sur le Gréco, il y en a une en 1953, mais c'était à Bordeaux. Et à part ça, eh bien, c'est la première rétrospective, le Gréco à Paris, en 2019. C'est pas un peu tard, Didier, quand même? Ça n'a pas forcément grand-chose d'étonnant. Il y a beaucoup de peintres qui n'ont pas eu d'exposition et des peintres français qui n'ont pas eu d'exposition à Paris. Donc non, c'est tard certainement, mais il y a eu d'autres expositions Gréco en Europe. Il n'y a pas que Paris. Oui. J'ai pas les dates, mais j'en ai vu une à Bruxelles il y a quelques temps. Oui, exactement. Qui n'était pas exceptionnelle, je trouve. Non, voilà, c'était en 2010. Voilà, donc non, on doit se réjouir plutôt qu'on ne va pas regretter qu'il y ait une exposition Gréco. Là, celle-ci, en plus, est particulièrement belle. C'est la seule reproche que je pourrais lui faire, elle est un peu courte. Alors, on va commencer avec la question des prêts. Alors, Didier a déjà répondu, mais on va redire quelques mots là-dessus. Moi, en effet, ce qui m'a marqué, c'est deux choses. C'est d'une part que les institutions espagnoles n'ont pas énormément prêté en général. Bon, il y a un saint qui vient de la cathédrale de Tolède, mais c'est la seule œuvre qu'ils ont prêtée, alors qu'ils en ont d'autres. Bon, mais déjà en prêté un, et celui-ci est très utile, je pense, dans l'exposition. Donc c'est un prêt très, très judicieux. Et puis le musée de Santa Cruz a prêté. Alors il a prêté qu'une œuvre. Moi, je la trouve très belle. Elle commence l'exposition. C'est cette sainte Véronique. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de commencer par ce tableau, parce qu'on est face à face à une tête de Christ et on rentre un peu dans l'univers du Gréco et aussi dans sa technique avec la façon dont est travaillée la tunique. Moi, je trouve que c'est une belle idée, ça, Didier. Alors, effectivement, l'exposition commence par ce tableau, alors qu'en fait, elle commence par les icônes, par le développement de la peinture de Gréco à Venise, puis à Rome. Oui, c'est une bonne idée de montrer un tableau qui, d'abord, est très beau, effectivement, et qui a une matière, une sensualité de la matière assez évidente dans le drapé. Voilà, je pense que c'est difficile de commencer avec une des icônes, parce qu'on arrive et on voit une icône, on se dit bon, c'est pas terrible. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Tandis que là, on voit tout de suite que c'est un bon peintre. Exactement. On peut recommencer le début. On peut recommencer avec le début. Exactement. Alors, donc, d'emblée, il faut rappeler, l'exposition est chronologique. C'est-à-dire qu'on va faire les grandes étapes de la carrière du Gréco, mais comme souvent aussi, elle a des sous-thèmes. C'est-à-dire que on va aborder des aspects quand même particuliers de l'œuvre du Gréco, ce qui permet, entre autres, sans doute, je pense, de faire des rapprochements d'œuvres complètement judicieux. Donc, plutôt que commencer par les œuvres du début, qui sont sous vitrine, qui sont quand même pas exceptionnelles, notamment souvent dans des états de conservation assez mauvais, parce que c'est des panneaux sur bois. Ils ont commencé par une œuvre assez flamboyante, qui nous met dans l'ambiance quand même. Et alors on en vient à cela. Donc Didier, vous l'avez dit, en effet, il n'y a aucune œuvre du Prado. Alors moi, ça m'a quand même beaucoup manqué, parce que quand j'y suis retourné au Prado juste après Tolède, il y a 3 salles entières avec que des Grécos, et ils ont quand même une collection qui, je crois, aurait pu enrichir. Mais vous venez de me le dire, alors c'est la raison du musée, ils fêtent leur anniversaire, donc pas de prêt pendant toute l'année 2019. C'est une raison complètement absurde à mon sens. Mais bon, d'un côté, vous avez vu, les salles, c'est pas très grand, parce que le Grand Palais va fermer. Donc ils ont eu la moitié, en fait, c'est la moitié quand on monte le grand escalier. On n'a que la moitié d'une salle normale, enfin qu'une disposition normale. Donc on est un petit peu frustré parce qu'il n'y a pas assez d'œuvres. Il n'y a que des très belles œuvres. Donc finalement, ils auraient eu plus d'œuvres du Prado, ça n'aurait pas été possible. Ils se sont débrouillés autrement, et ils se sont très bien débrouillés. Donc c'est pas très grave non plus qu'il n'y ait pas d'œuvres du Prado. Alors là, on va rentrer même dans un peu toujours l'idée polémique de la contre-expo. Moi, ce que je trouve dingue, si vous voulez, et c'est ce que Didier vient d'évoquer, c'est qu'une exposition quand même sur ce peintre, qui, alors peut-être qu'il ne s'attendait pas au succès que ça a, parce que moi j'ai commencé très tôt l'exposition, j'y suis allé dès la semaine d'ouverture, j'ai tout le temps eu du monde. En semaine ou au week-end, c'est une exposition qui marche très très bien. Et donc qui n'est pas réservée à des amateurs de peinture fin 16e ou de peinture religieuse. C'est comment peut-on faire une exposition sur le Gréco dans des salles si petites, où en fait l'exposition devient assez vite insoutenable au niveau physique. Alors déjà, je rappelle, en effet, l'autre côté, c'est-à-dire la partie du Grand Palais qui donne sur les Champs-Élysées, sur le métro Champs-Élysées-Clémenceau. Cette partie, on l'a laissée ouverte jusqu'à l'ouverture de l'Expo Gréco pour que la FIAC puisse aller s'y installer. Donc du coup, en effet, quand vous êtes à l'Expo Gréco, vous êtes dans une exposition sur un demi-parcours. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2 étages, vous n'en avez qu'un.
Alors, ce qui pose problème, déjà, vous rentrez donc dans cette partie-là. Alors, c'est là où d'habitude ils font des expositions qu'on va pas dire mineures, mais un peu secondaires. Il y avait eu Michael Jackson, il y avait eu Newton. Bon, ils font pas mal d'expos photos. Il y avait eu deux pardons. Mais la photo, si vous voulez, c'est pas les tableaux de 4,50 m de haut. Donc, on arrive a priori à trouver un accrochage. Alors, vous entrez dans ce petit vestibule. Ensuite, regardez quand même, c'est le vestiaire. On croirait une soirée salle des fêtes. Oui, enfin, non mais je veux dire, c'est dingue quoi. C'est dingue. Et on arrive donc dans cette salle. Alors c'est vrai que l'exposition, moi je trouve qu'au niveau scientifique, elle est assez remarquable. Didier, ce conservateur Guillaume Kitts, il est à Fort Worth au Texas, qui est un musée assez riche quand même. Vous pouvez nous dire un mot sur les deux commissaires ou pas? Vous les connaissez? C'est la directrice des peintures du Louvre. Kitts, qui, pour rien vous cacher, est un ami. Ouais. C'est pas pour ça que j'ai trouvé l'exposition bien. Hein. J'ai déjà tapé sur des expositions faites par des amis. Franchement. Oui, je connais Guillaume Kitts, qui était conservateur des peintures espagnoles au Louvre jusqu'au début de l'année, qui est un très bon conservateur, il y avait 3 musées américains qui le voulaient, et voilà, il est parti aux États-Unis, à Fort Worth. Parce que c'est mieux de travailler aux États-Unis qu'au Louvre, ou je lui poserai la question. À lui, ok. Ouais. Je préfère pas répondre. Ça veut peut-être dire oui, ça, non? Bon, enfin, on va pas parler du Louvre, tout ça, parce que c'est pas la peine, on a déjà dit du mal l'autre fois. Ce que je trouve assez remarquable dans l'exposition, c'est le choix d'œuvres. Je trouve que c'est vraiment une exposition scientifique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont choisi des œuvres du Gréco qu'ils estiment vraies, enfin bref, toujours des bonnes œuvres, et qu'ils ont cherché à les faire dialoguer. Et il faut rappeler que c'est quand même ça, normalement, une bonne exposition. C'est-à-dire une exposition où on fait venir des œuvres pour les mettre ensemble et pour juger les œuvres réciproquement dans leur rapprochement. Il y a notamment, dans ce trio de salles dans lequel on arrive, ce qui est très intéressant, c'est que les œuvres sont placées, vous voyez, à gauche, dans des petites vitrines. Comme c'est des panneaux sur bois, pour les raisons de conservation, c'est mieux de les mettre comme ça. Et puis petit à petit, vous avez 3 salles, et on va des débuts crétois jusqu'au début vénitien. Et puis on finit ces 3 petites salles avec la fin, on va dire, de l'aventure italienne. Donc là, par exemple, c'est de Crète en Italie. Alors le gros problème, évidemment, avec ces salles qui sont si petites, c'est que dès qu'il y a un peu de monde, c'est épouvantable. On avance dans l'expo, c'est la salle des portraits. Quand vous regardez l'accrochage, ils ont pris des tableaux et ils essaient de voir notamment ce qui, dans les tableaux, dans la coloration, dans le traitement du costume, dans le traitement des mains, peut être mis en relation. Ça vous plaît, Didier, la salle des portraits? Oui, c'est pas ce que je préfère. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Les portraits de Gréco sont très beaux, mais c'est pas le peintre de portrait que je préfère. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ce sont très beaux portraits, mais ça m'a laissé un petit peu froid. Le plat de résistance de l'exposition, il est là. C'est-à-dire que vous arrivez dans la salle des premières commandes. Là, il y a l'Assomption de la Vierge prêtée par Chicago, qui est co-organisateur de l'exposition. Tableau qui fait plus de 4 mètres de haut. L'exposition ira à Chicago après. Elle ira à Chicago. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont le tableau aussi, je pense. Mais c'est une bonne idée. C'est un tableau fabuleux. Il reste ensuite la salle où vous avez les paysages de Tolède. Il reste tout ce qu'il y a de plus beau quand même. Exactement. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est l'apogée de l'exposition. Et je pense Didier est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que vous avez, il va y avoir en fait 3 thèmes. Il y a les tableaux de saints, donc des Saint-Martin, Saint-Louis, ainsi de suite. Il y a les tableaux de saints ou de Christ avec des paysages dans la partie basse. Et puis il y a la salle des variations. On est obligé de faire demi-tour du coup après pour revenir. Et quand on revient, donc on repasse par cette salle-là. Avec un mot sur la sculpture. De ce côté-là. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, sculpture et les dessins, c'est quand même intéressant de parler de sculpture. Vous avez l'architecture qui est ici, et à l'intérieur, il y a une sculpture du Gréco. Et donc, il a fait de la sculpture et de l'architecture. Oui, alors il a fait de l'architecture, mais on connaît et de la sculpture. La sculpture du Christ qui est à l'exposition est la seule dont on est sûr qu'elle est de lui. Et l'architecture serait de lui aussi, sachant que son fils était architecte. Son fils a plus ou moins été forcé par papa à faire de la peinture, mais ce qui l'intéressait, c'est l'architecture. Donc dès que Gréco est mort, il a fait de l'architecture. Et il y a les dessins aussi, c'est la problématique des dessins. On connaît très peu de dessins. Il y en a quelques-uns, on a peut-être 7 ou 8, et la plupart sont exposés montrés dans l'exposition. La conclusion de l'expo, c'est d'abord le Gréco et son atelier. Donc une mini-salle où vous avez des œuvres de second niveau. Donc c'est le seul endroit où vous avez, entre guillemets, du mauvais Gréco. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent ça vers la fin. Puis comme vous avez eu tout le beau, vous dites très vite, ah oui, en effet, là, ces deux-là, c'est pas terrible. De l'autre côté, les dessins. Et puis les 2 dernières salles, c'est une salle où on revient sur la notion de variante. Et je trouve qu'ils sont pénalisés encore une fois à cause de ces petites salles, parce que ce quatuor d'œuvres, en fait, et Gréco en a fait plus que ça. C'est toujours le même sujet. Le Christ chassant les marchands du temple. Il en a fait 4 versions, mais à 4 moments très différents de sa
sa vie. Elles ont 40 ans d'écart, les 4. Et en fait, ça reprend l'idée de la variation qu'on avait au début. Et on conclut avec la dernière petite salle. Moi, je suis un peu resté sur ma faim parce que la salle du Gréco, d'après 1600, il n'y a que 3 œuvres en tout. Mais enfin, il y a le tableau merveilleux de New York qui est au bout. Et ça se conclut peut-être un peu vite, je trouve, cette rétrospective. Le tableau qui manque, c'est le Laocoon. Exactement. L'expo est un peu décevante juste sur la fin. Il y en a un petit peu moins. Oui, ça se termine un peu vite parce que surtout, c'est ce que vous avez dit. De toute façon, vous l'avez très bien dit. Les salles là sont trop petites. Dans les salles de peinture, les autres salles de grande peinture religieuse, ça va. On peut voir plus facilement les œuvres. Elles sont plus grandes, on peut s'éloigner. Mais on sent que c'est étriqué. Et puis on aurait bien aimé en voir un peu plus de peinture. Ouais. C'est rare de voir une exposition au Grand Palais où il y a aussi peu d'œuvres finalement. Allez, on est dans les temps, il nous reste 2 minutes et 2 minutes pour donner les notes. Bon, sur la pertinence scientifique, j'ai mis 16. 16, c'est le minimum pour moi. Je pourrais même mettre 16-17 parce que je trouve que c'est une exposition très sérieuse dans le choix des œuvres, dans la façon dont elles sont rapprochées. Et bon, alors là aussi, dans la contre-expo, on note pas le catalogue, mais enfin, dans le catalogue, on apprend quand même pas mal de choses. Donc c'est une exposition indispensable et scientifiquement assez irréprochable. Même si, bon, évidemment, il n'y a pas de grande originalité de faire l'exposition chronologique. Mais alors, c'est la première fois qu'on en fait une en France. On va pas leur demander de faire un truc complètement nouveau. Vous voyez, quand on a 40 expositions sur 2 gars, faut changer. Mais bon, la scénographie, j'ai mis 13. Il y a un élément à spécifier, c'est que dans les églises de Tolède, les murs sont blancs et ils ont choisi des murs blancs pour mettre en avant Moi, je trouve ça pas mal. On va voir si Didier, ça lui plaît. Je trouvais ça pas mal. Ça manque peut-être un petit peu de chaleur parfois, mais au moins, du coup, les seules choses qu'on regarde, c'est les couleurs du Gréco. Et je trouve que ça a un impact visuel très, très bon. La qualité des œuvres, j'ai mis 16. Je trouve que c'est le minimum. Moi, il me manque juste les œuvres du Prado. Mais bon, voilà, c'est 16 ou 17 même, parce que je trouve qu'il y a une réunion vraiment sublime d'œuvres du Gréco. Là, on se régale. Et puis l'accessibilité, je mets 9, tout simplement à cause des problèmes d'accessibilité physique et spatiaux. Ça pénalise beaucoup la note, parce qu'avec une note correcte, on serait à 15. Mais du coup, ça fait une note globale de 13,5. S'il faut arrondir comme, on est à faire un bon élève, on met 14. Et c'est quand même une super expo à aller voir. Didier, une note pour conclure ou une appréciation? J'ai un peu de mal à noter. Pour moi, une belle expo, une super expo. Faut pas la rater. La scénographie c'est pas si mal que ça parce qu'objectivement c'était pas facile dans cet espace. Avec ce qu'ils peuvent faire avec. On voit bien les œuvres. Moi j'ai eu la chance de les voir sans trop de monde. Et par exemple je prends des photos pour le site et je peux prendre des photos facilement sans reflet. La plupart. Donc l'éclairage est très bon. L'éclairage est très bon. Ça c'est vrai. La qualité des œuvres, moi je sais pas. Moi je mettrais 18 ou 19 parce qu'il y a que des chefs-d'œuvre de Gréco qui est un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture. Donc, votre 16 est un peu, je trouve. Ouais, c'est peut-être un peu faible, c'est vrai. Accessibilité intellectuelle, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, en fait, est-ce que par exemple, quand on va dans l'exposition, si on lit cartel, est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce que c'est une exposition trop pointue ou grand public? Et accessibilité, est-ce qu'on peut voir facilement les œuvres? Est-ce que l'accès aux œuvres est facile? Donc, on a parlé pour voir les œuvres. En plus, il y a une file d'attente. Ça me semble pas très très bien géré. On se croirait presque au Louvre. Voilà, pour vous dire. C'était ma pique. Voilà, je sais pas, moi je donnerais une note globale quand même très bonne de 16 par exemple, parce que c'est quand même une superbe exposition, elle est très réussie. Didier, on vous libère, merci d'être venu. Merci. Et merci, un grand merci.